Figaro, à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et évidemment sur l'application Radio Classique. Guillaume, à demain. À demain. Et maintenant, l'invité de la matinale, c'est un de nos meilleurs spécialistes de la question sociale. Il est économiste, professeur d'économie à la Neoma Business School. Il publie Sauver la démocratie sociale, du conflit au contrat, avec Guy Groux et Richard Robert chez Kalman Levy. Gilles Berset, au micro de Radio Classique, c'est maintenant. Gilles Berset, bonjour. Bonjour. Merci de venir parler aux auditeurs de Radio Classique. Sauver la démocratie sociale, ça soulève deux questions. Si on parle de la démocratie sociale en France, cette démocratie sociale aurait existé. Vous nous direz si c'est le cas. Et si elle a existé, est-elle menacée ? Alors, elle s'est, je dirais, la démocratie sociale dévitalisée sur les 10-15 dernières années. Elle était relativement productrice de normes, comme dans d'autres pays, normes dans les entreprises, dans les branches, et même au niveau national. Normes qui visent à trouver des compromis gagnants pour les travailleurs, et gagnant pour l'efficacité économique. Et elle s'est dévitalisée, on le voit au nombre et au contenu des accords nationaux interprofessionnels signés par les partenaires sociaux à un niveau national. Et puis on le voit aussi dans le manque d'ambition de ce qui est signé dans les branches et même dans les entreprises. Et cette dévitalisation de la démocratie sociale en France fait tâche quand on se compare à d'autres pays. À quel moment ça se dérègle ? Ça se dérègle, je dirais, vers le milieu des années 2010, quand le trio de trois syndicats, la CFDT, la CFTC et la CGC, qui étaient très très porteurs, très allants pour justement cette élaboration de compromis gagnant-gagnant, avec donc trois organisations syndicales représentatives sur les 5 au niveau interprofessionnel, quand ce trio s'est fissuré au moment de la négociation sur le dialogue social et sur les institutions représentatives du personnel. Alors, en 2015, à la fin de l'année 2015. On va pas refaire toute l'histoire du syndicalisme en France dans les années 2000, mais vous notez, vous observez, vous rappelez dans ce livre que nos syndicats souffrent de plusieurs maux, si j'ose dire. Le premier, c'est qu'ils se sont radicalisés ces dernières années, et notamment la CFDT. Vous dites pourquoi dans le livre. Vous dites, mais ça c'est une constante depuis plus d'un siècle, c'est la politisation de nos syndicats. Et puis la troisième chose, c'est le recours à la grève, qui est une exception encore culturelle française, même si au moment où on parle, il y a des grèves en Allemagne, mais il y en a aussi en France, il y en a quasiment tous les jours avec des manifestations. Il y avait une statistique assez marrante qui rappelait qu'à Toulouse, il y avait plus de jours de grève que de jours de l'année. Oui, alors... Jours de manifestation, pardon. Oui. Alors, je dirais que la grève est quelque chose de tout à fait légitime, c'est un droit fondamental et personne, et nous, moins que nous, les co-auteurs de cet ouvrage, Sauver la démocratie sociale, moins que tout autre, on ne veut remettre en cause l'exercice de ce droit. C'est clair. Mais néanmoins, ce qu'on observe, c'est qu'en France, nous sommes le pays dans lequel il y a le plus de syndicats. 8 syndicats ont au moins 5% des voix aux élections professionnelles. 8. Dans les pays où la démocratie sociale est très porteuse, très dynamique, il y en a 3 ou 4. Dans tous les pays de l'OCDE, il n'y a qu'un autre pays où il y en a 8, c'est le Mexique. Mexique qui n'est pas forcément, à nos yeux, un benchmark en termes de fonctionnement de la démocratie sociale. Et ce grand nombre de syndicats pousse à la radicalisation du discours. Pourquoi ? Parce que les petits syndicats veulent se faire entendre. Ils savent que ils pèseront moins dans les négociations d'une part et dans la signature d'accords collectifs d'autre part. Et donc, pour exister, il faut qu'ils imposent une ligne, je dirais, très très forte, très politique, très oppositionnelle, très contestataire. Ils sont pas dans la recherche d'un compromis qui, de toute façon, ne peut pas être construit par eux. Ils sont exclus de la construction de compromis puisqu'ils pèsent trop peu. Leur signature pèse trop peu. Mais ils sont quand même présents et considérés éventuellement dans les branches, dans les entreprises comme représentatifs. Et d'ailleurs, il y a un exemple aujourd'hui, la CGT organise un colloque sur les libertés syndicales et elle parle de résistance comme si on était
sous la botte allemande, sous l'occupation. La CGT se vit en résistance, comme si on était en dictature. C'est ça la radicalisation. C'est imaginer des dangers partout. Et c'est comme Blanche-Neige qui voyait des nains partout. Les syndicats voient des dangers et de l'oppression partout. C'est cela. Et puis, c'est aussi le désengagement de ce qui doit être l'activité principale, essentielle, fondamentale, génétique des partenaires sociaux, la négociation et la recherche de compromis. Je vais illustrer ça par un exemple. Un exemple qui va parler très clairement aux oreilles des auditeurs. Le Premier ministre François Bayrou, au mois d'août dernier, avait proposé de donner aux salariés la possibilité de monnayer leur 5e semaine de congé payé. Vous voyez, il y a des salariés qui, pour des raisons ou d'autres, sont très contraints financièrement. Et puis, il y a des entreprises qui peuvent avoir besoin d'un plus de main-d'œuvre à certains moments. Donc, en clair, l'idée, c'était moins de vacances, plus de sous, et c'est vous qui choisissez. Voilà, et c'est vous qui choisissez. Alors, ça peut être gagnant-gagnant pour ces salariés et pour ces entreprises. Néanmoins, il est clair qu'on ne peut pas laisser un salarié négocier les conditions de cette transaction seul à seul face à son employeur, à son chef d'entreprise. Ça serait déséquilibré. On aurait pu s'attendre à ce que les syndicats disent peut-être chiche, à condition que ce soit encadré par un accord collectif de branche ou d'entreprise, qui garantissent que les conditions de cette transaction sont respectueuses, sont équilibrées et vont bien dans le sens de l'intérêt recherché des salariés. Non, la réponse a été une opposition catégorique des syndicats à cette proposition. Il y a un autre exemple. Le MEDEF, dimanche, a proposé un CDI pour les jeunes qui pourrait être rompu sur la simple initiative, évidemment du jeune en question, mais surtout de l'employeur, quand il veut, au moment où il veut, sur le motif, sans avoir à le motiver. Le MEDEF a proposé, immédiatement, ça a été balayé tout sous le tapis par le gouvernement qui a très peur d'un CPE bis ou de manifestation des jeunes dans la rue. Ce qui est quand même un symptôme. C'est-à-dire que chacun est sur ses gardes dans le dialogue social à la française. On a peur immédiatement d'être trompé par le camp d'en face. La logique collaborative n'existe pas. Et très vite, on sort les fusils. Absolument. Alors, l'exemple est intéressant. Le problème de l'insertion des jeunes est un véritable problème en France. Le taux d'emploi des jeunes est bas quand on se compare à d'autres pays. Et leur entrée sur le marché du travail, après leur période d'études, est assez difficile pour beaucoup de jeunes. Donc, il faut trouver des politiques, il faut trouver des moyens d'action. La réforme de l'apprentissage a été quelque chose d'efficace, mais néanmoins de très onéreux. C'est pour ça qu'on est revenu en partie sur certains éléments de cette réforme, comme la prime donnée aux employeurs pour l'emploi d'un apprenti. En l'espèce, je dirais que si la question est sérieuse, si le problème doit être pris avec vraiment toute l'importance qu'il a, la proposition du MEDEF doit être considérée avec beaucoup de prudence. Pourquoi ? Parce qu'il faut proposer des choses qui marchent. Donc, est-ce que cette proposition est basée sur des études qui nous montrent qu'à l'étranger, des dispositifs de ce type-là ont fonctionné, ont facilité l'insertion des jeunes sur le marché du travail ? Et puis, à l'inverse... Oui, mais Gilles Berset, c'est toujours comme ça. On vous dit, faites des études, vérifiez, faites une étude de faisabilité. Non, expérimentons. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on arrête. Oui, mais en même temps, il faut pas fonctionner comme si on était dans un petit village, la France, complètement indépendant, ignorant totalement ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que des expériences de ce type-là ont ou non marché à l'étranger, ont ou non fonctionné à l'étranger? Ce qui va dans le sens du MEDEF, c'est que vous savez très bien, comme moi, qu'on ne reste pas jeune éternellement, et donc ça serait une différence transitoire dans la vie de chaque individu. Néanmoins, est-ce que ce dispositif, qui peut être stigmatisant, a une certaine efficacité réelle, confirmée, constatée dans d'autres pays? Il faut le voir avant de se diriger, de considérer sérieusement une proposition comme celle qui est faite par le MEDEF. Et Gilles Berset publie Sauver la démocratie sociale du conflit au contrat avec Guy Groux et Richard Robert. Gilles Berset, vous êtes économiste, spécialiste de la question sociale. Une des conditions de survie du gouvernement, ça a été de suspendre, en accord avec le Parti socialiste, sur la pression du Parti socialiste, la réforme des retraites, sujet que vous connaissez
absolument de fond en comble et parfaitement. Expliquez-moi pourquoi on n'arrive pas à réformer les retraites en France et pourquoi il faut une élection présidentielle pour trancher cette question et surtout pourquoi on n'a pas réussi à se mettre d'accord, pourquoi le conclave a été un échec, pourquoi avant le conclave ça a été un échec et pourquoi quand il y a un problème, eh bien on le met sous le tapis en France au lieu de les résoudre au risque de perturber, de menacer notre système de retraite par répartition. Alors cette question fondamentale a été en France l'objet d'une politisation extrême. Ce qui est stupéfiant, parce que quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe à l'étranger, on voit que c'est transpartisan. L'Italie de Giorgia Meloni, l'Espagne socialiste de Pedro Sanchez sont à 67 ans concernant l'âge de départ à la retraite. Les pays nordiques et scandinaves, où le niveau de vie est élevé comparé à nous, où le bien-être signalé par la population est élevé, sont à 67, et même le Danemark va s'orienter tranquillement à l'horizon 2040 vers les 70 ans. Vous voyez, 70 ans, comme âge de départ normal à la retraite, en dehors bien sûr des questions de pénibilité, etc. Donc en France, il y a une politisation extrême de la chose. Et puis, par rapport à d'autres pays, alors que dans les autres pays, c'est transpartisan. Et ce qu'on constate aussi, c'est que dans les autres pays, il n'y a pas d'opposition syndicale forte à un âge de la retraite très nettement supérieur au nôtre. Vous verrez pas la FNV néerlandaise, la CGIL italienne demander un retour à un âge de la retraite de 62 ans, enfin très inférieur à ce qu'il est aujourd'hui dans ces pays-là. Donc le débat a été vicié en France par une extrême politisation. Les partenaires sociaux y ont pris une place qu'à l'origine, ils n'auraient pas dû y prendre. Parce que c'est un débat qui devait se mener à l'Assemblée par les partis politiques, puisqu'il s'agissait d'un projet de loi voulant modifier l'âge de départ à la retraite et les conditions de départ à la retraite. Ensuite, les partenaires sociaux se sont, à l'appel du gouvernement, saisis de la chose pour négocier sur la question. Ils ont signé un accord national interprofessionnel en 2024 qui est vide de contenu sur la question. Et le conclave, comme vous le savez, a échoué. Donc eux-mêmes se sont montrés incapables d'aboutir sur une question aussi importante que les retraites. Il nous reste 30 secondes, Gilles Berset. La démocratie, certains disent, c'est peut-être plus le système qu'il faut. On est entouré de démocratie libérale, de dictature. L'Europe est à la traîne. Est-ce qu'on peut encore sauver la démocratie sociale quand certains ne croient déjà plus à la démocratie ? Nous sommes convaincus, Guy Groux, Richard Robert et moi-même, qu'on doit sauver la démocratie sociale et que ça doit passer par un renforcement des syndicats, un renforcement de leur rôle, un renforcement du rôle des partenaires sociaux dans la construction. Mais qu'il en faut moins. Il en faut moins, mais il en faut des plus forts. Des plus forts pour justement aboutir de façon forte, concrète, constructive, dans une vision du bien commun, dans l'intérêt collectif, à des compromis gagnant-gagnant. Gilles Berset, Sauver la démocratie sociale du conflit au contrat, au micro de Radio Classique, c'est publié chez Calman Lévy avec Guy Groux et Richard Robert, co-auteur. Gilles Berset, merci. À bientôt, à suivre la revue de presse d'Hervé Gattegno. Avant cela, le rappel des titres et puis nos esprits libres aujourd'hui, Routel Krief et Nicolas